C'est l'heure du second débat de ce sens public. La COP28 ouvre ses portes demain à Dubaï. Parmi les nombreux défis qui seront abordés, nous avons choisi de zoomer sur la fonte des pôles. Plus de 28 000 tonnes de glace ont disparu depuis 1994. Les conséquences sont nombreuses pour le climat global de notre planète, pour les animaux évidemment qui vivent dans ces régions, mais aussi pour ceux qui lorgnent sur ces nouvelles routes commerciales en train de s'ouvrir. Avant d'en débattre, on fait le constat de cette fonte de la banquise avec Cécile Sixou. Elle est allée rencontrer notamment Mathieu Tordeur, un aventurier qui alerte sur ce phénomène. Ah, Antarctique. Sympa, non? C'était un rêve de gosse. En 2018, Mathieu Tordeur part à l'aventure. 50 jours, seul, pour rallier le pôle Sud, sans assistance et en totale autonomie. Ah là là, je suis seul au monde. Il s'attend à des températures glaciales, jusqu'à moins 30 degrés, mais certains jours, il avance dans une neige molle en t-shirt. C'est complètement absurde, il fait beaucoup trop chaud là. Je comprends pas cette météo. 4 ans plus tard, il raconte son étonnement. Pendant plusieurs semaines au début de mon expédition, c'est à ça que je me retrouve confronté, c'est-à-dire que parfois je tire mon traîneau juste avec une polaire, un t-shirt polaire, et ça m'a vachement questionné. Je me disais, mais à quel moment, dans ce continent qui est censé être le continent le plus froid du monde, on peut se permettre de tirer un traîneau juste en t-shirt? Des questionnements et une prise de conscience. L'Antarctique change sa vie. Mathieu s'engage. Ses expéditions se concentrent désormais sur les pôles et les glaciers des montagnes. À chaque fois, il observe de ses propres yeux la réduction des banquises, glaciers et calottes polaires et n'a désormais qu'une ambition, alerter sur cette fonte des glaces et ses conséquences climatiques. Mon activité aujourd'hui consiste à faire le lien un petit peu entre la communauté scientifique qui, elle, alerte avec des rapports. Mais moi, j'ai pas ce bagage scientifique, je peux juste essayer de vulgariser ce qui se dit pour le rendre intelligible auprès du grand public. Et ça passe justement par des expéditions, par de la sensibilisation, par l'émotion, par l'émerveillement, par des documentaires. Ambassadeur auprès du grand public, Mathieu espère aussi faire bouger le monde politique. Il s'inquiète notamment pour l'Arctique. Il fond à vitesse grand V et sera libre de glace en 2050. Je crois qu'on est tous au courant de ce qui se passe, mais finalement, des décisions très courageuses, à mon sens, manquent un petit peu parce qu'on sait tous ce qu'il faut faire. Il faut absolument arrêter tout projet d'énergie fossile et limiter le plus possible les émissions de CO2. Et quand on regarde un petit peu la courbe des émissions aujourd'hui, qu'elles soient nationales ou globales, on n'a pas commencé vraiment à ralentir, Donc, je crois que c'est lent, je crois que c'est difficile, je crois qu'il faut garder espoir parce que tout n'est pas perdu. L'espoir, c'est ce qui le fait avancer. Si tout va bien, Mathieu devrait retourner cet été en Arctique pour une expédition en voilier au plus près des glaciers. Quelles sont les conséquences climatiques et géopolitiques de la fonte des glaces polaires? On en débat avec Françoise Vimeux. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes climatologue, directrice de recherche à l'Institut de recherche pour le développement. Jean-Louis Etienne, bonsoir et bienvenue. Médecin, explorateur, écrivain, créateur de ce projet de station océanographique Polarpod, et vous avez préfacé cet ouvrage Grand Nord, un voyage dans le cercle arctique, publié chez Glénat. J'accueille Mika Blujon-Méred, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, vous êtes chargé d'enseignement à Sciences Po et à l'école de guerre sur la géopolitique des pôles et des outre-mer, et vous publiez Les mondes polaires, c'est aux presses universitaires de France. Mathieu Croissando, évidemment, est resté à mes côtés. Françoise Vimeux, cette fonte des glaces polaires, est-ce que c'est irréversible? On est dans quelle situation là? Alors oui, la fonte des calottes polaires et même des glaciers de haute montagne, c'est irréversible à l'échelle humaine, bien sûr, parce qu'on touche à des composantes qui ont un temps de réponse très long. Et donc à partir du moment où vous faites une petite perturbation de ces composantes, il y a aussi l'océan qui réagit très lentement, eh bien il y a un temps de réponse qui va être de plusieurs siècles, voire de plusieurs millénaires. Et donc la fonte là, que l'on voit de la calotte du Groenland, en Antarctique, et surtout aussi les glaciers de haute montagne, dont on parle un peu moins, eh bien à notre échelle, c'est irréversible. Ouais. Jean-Louis Etienne, on peut faire un peu de pédagogie pour commencer. Les glaces polaires, est-ce que c'est la même chose en Arctique ou en Antarctique où vous allez aller avec Polarpod? Est-ce qu'on parle de banquise dans les deux cas? Pardon, c'est vraiment une question de béotien. Je préfère qu'on fasse un peu de pédagogie pour démarrer. Oui. Le pôle Nord, le pôle Sud. Le pôle Nord est au milieu d'un océan. Un océan qui est gelé, qui gèle tous les hivers, qui est recouvert par de la banquise. Et tout autour, vous avez des terres, des immenses Sibéries,
le Canada, hein, et qui sont recouverts de neige une grande partie de l'année. Donc ce territoire est blanc, hein, il est blanc parce que l'océan est gelé avec de la glace blanche qui réfléchit le rayonnement solaire, et tout autour, le permafrost, le gélisol, le sol gelé en permanence, et la majorité du temps blanc, et il réfléchit le rayonnement solaire. Aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, vous avez la surface de la banquise, on le voit tous les ans, en septembre, octobre, qui régresse et qui libère une zone foncée. Vous voyez, il n'y a plus de glace sur cet océan. Tout corps foncé capte le rayonnement électromagnétique du Soleil. Vous faites l'expérience, pas maintenant parce qu'il fait nuit, vous mettez la main sur une voiture blanche, elle est à la température ambiante, la noire, elle est beaucoup plus chaude, parce que le noir capte. Donc on assiste à l'Arctique, l'Arctique est touché parce qu'il change de couleur. Est-ce que c'est la même chose de l'autre côté? Alors ça, c'est l'Arctique. L'Antarctique, en termes de surface, c'est un peu la même chose. L'océan Arctique est aussi grand que le continent. C'est un continent qui est au sud, un continent de glace. Vous mettez un puzzle comme ça, 28 France, bien serré, vous recouvrez le tout de 2,5 km de glace, en moyenne. C'est la taille du glaçon qu'il y a en Antarctique. Et ce continent antarctique, il est entouré par un océan qu'on appelle l'océan austral. Donc vous voyez, c'est l'inverse. Là-haut, un océan entouré de terre, en bas, un continent de glace entouré d'océan. Michael Blugeon-Méred, on a un peu répondu, mais cette fonte accélérée des glaces, elle était prévisible, voire annoncée depuis longtemps. Elle était annoncée et justement elle a fait l'objet d'un certain nombre de controverses parce qu'il y a eu des surexagérations par rapport à cette fonte des glaces. On a dit par exemple à la fin des années 2000 que l'Arctique allait être libre de glace intégralement, plus du tout de banquise l'été dès 2012, puis dès 2014, puis dès 2016. Et effectivement ça a généré deux mouvements. Ça a généré un mouvement de panique dans une certaine frange de la population, à l'échelle mondiale, panique et un sentiment d'urgence pour préserver les pôles. Ok, très bien. Mais ça a aussi généré un sentiment complètement contraire de gens qui, petit à petit, ont bien vu en 2012, en 2014, en 2016 que l'Arctique, en fait, ne fondait pas, en tout cas toute l'année, et se sont dit « Oh là là, mais on nous raconte vraiment n'importe quoi, mais vraiment, ils exagèrent, ces écolos-bobos, etc. » Donc, ce qui se passe à la fin du jeu, c'est qu'on se retrouve avec une polarisation du jeu politique sur ces questions-là, et qu'à chaque fois, l'ours polaire, la banquise, l'Antarctique, etc., sont instrumentalisés par les deux camps. Et certains sont plus dans le camp scientifique que d'autres, très clairement. Oui, ça on est bien d'accord. Le phénomène, il s'accélère. Le taux de fonte des glaces a augmenté de 65% en 30 ans. François Zimeux, est-ce que cette accélération, elle va d'une façon exponentielle? C'est-à-dire qu'est-ce que ça s'accélère encore plus vite depuis 4-5 ans, par exemple? Oui, alors ce qu'on voit déjà, on peut donner le taux au XXe siècle, la montée du niveau des mers, en moyenne, c'était 1,5 à 2 mm par an. Aujourd'hui, on est plutôt à 4,5 mm par an. Donc c'est une accélération qu'on n'avait pas forcément très bien vu venir et anticiper. Et le facteur dominant qui contrôle la montée du niveau des mers aujourd'hui, c'est la fonte des calottes polaires et des glaciers de montagne. Alors, on ne sait pas forcément comment ça va évoluer, mais vu comment c'est parti, a priori, oui, ça va continuer à s'accélérer. Et les projections climatiques nous disent que sur les trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre sur lesquelles nous sommes, on aura une élévation de l'ordre de 60 cm à la fin du siècle. De manière inéluctable, on aura plus de 1 mètre, voire plusieurs mètres dans les siècles à venir. Et là, on ne peut rien faire que s'adapter, en fait. Et puis, pour l'atténuation du changement climatique, ça aura un impact, mais vraiment beaucoup plus tardivement. Encore une fois, ce sont les composantes lentes de notre système climatique. Et ça pose évidemment la question des réfugiés climatiques. On y reviendra un peu plus tard dans notre débat. Les températures constatées à l'époque contemporaine dans certaines parties du Groenland sont les plus chaudes jamais enregistrées au cours du dernier millénaire. C'est ce qu'explique ce professeur Bo Molslo-Winter, co-auteur d'une étude sur ce thème qui est parue dans la revue Nature. On l'écoute. On voit vraiment que ces endroits sur la calotte glaciaire du Groenland se sont beaucoup réchauffés. En fait, si l'on replace ce phénomène dans le contexte du climat, on constate que les carottes de glace remontent à environ 1000 ans et qu'elles n'ont jamais été aussi chaudes au cours des 1000 dernières années. C'est donc la principale conclusion de cette recherche. Le signal de réchauffement planétaire que nous observons partout dans le monde a également trouvé son chemin vers ces endroits très éloignés de la calotte glaciaire du Groenland.
Donc ça c'est pour le pôle Nord, Groenland. Jean-Louis Etienne, c'est de l'autre côté, hein, on est bien d'accord, c'est au pôle Sud, en Antarctique, que vous partez fin 2025, si tout va bien, pour étudier l'océan austral. Pourquoi est-il vital pour notre planète, cet océan austral? L'océan austral qui entoure le continent antarctique, donc, c'est le principal puits de carbone océanique de la planète. À lui seul, il absorbe certainement 50% du CO2 qui est absorbé par l'ensemble de l'océan mondial. Et donc il est loin, il est difficile d'accès, on parle là des 50e hurlants, hein, c'est très vanté, les marins du Vendée Globe nous en parlent tous les 4 ans. Des vagues de 20-25 mètres, c'est ça? Ça peut monter c'est jusque là déjà quand même. Quoi, hein. Et les missions se font essentiellement l'été. Et donc, toutes les communications sur cet océan se terminent. On a besoin de mesures in situ de longue durée. En un mot, on a besoin de s'installer sur cet océan. Dans l'équation, c'est quel type de vaisseau pour s'installer dans des bonnes conditions de sécurité et de confort sur cet océan de tempête. Donc vous avez imaginé un vaisseau vertical, c'est ça? Ben oui, il faut échapper à la surface. C'est là où le vent et la mer se rencontrent, ça fait des vagues. Donc les bateaux sont posés à la surface, donc ça bouge. Si on veut échapper aux vagues, il faut avoir un vaisseau. Donc c'est un flotteur vertical qui a 75 mètres de tirant d'eau. Donc il est pris dans des eaux profondes stables. À la surface, on a un treillis donc, qui est poreux à la vague. Et on habite dans une nacelle à une dizaine de mètres au-dessus de l'eau. Toutes les maquettes qu'on a pu faire, les études montrent qu'il est très stable. Dans la grosse mer, ça va permettre de séjourner et faire des mesures tout au long de l'année. C'est ça qui est demandé. C'est ça qui est important. Et c'est ce que les scientifiques attendent aussi, c'est ça? Si vous voulez, dans les modèles climatiques, c'est je le répète, le principal puits de carbone océanique. Parce que le CO2 se dissout beaucoup plus dans les eaux froides. C'est pour ça qu'il est le principal. Le CO2 se dissout beaucoup plus dans les eaux froides que dans les eaux tempérées. Et deuxièmement, c'est un océan qui déferle. Ces vagues sans arrêt emprisonnent de l'air. Donc c'est lui qui capte le plus de CO2. Donc c'est un régulateur du climat important. Françoise Vimeux, votre avis sur comment on explique effectivement cette régulation du climat par l'océan austral notamment? Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a dans notre système climatique 2 régulateurs qui sont la circulation atmosphérique et la circulation océanique. Et l'océan austral a une superficie très large. Il a un rôle énorme dans la circulation océanique et donc dans le captage du dioxyde de carbone. Et puis, pour rajouter, on a ce qu'on aurait vraiment aussi envie de comprendre, c'est quelles sont les interactions entre l'océan austral et la calotte antarctique. On a beaucoup d'incertitudes sur comment cette calotte polaire pourrait se déstabiliser au fur et à mesure que la température augmente. Il y a des processus qu'on connaît mal à l'interface entre l'océan et les plateformes glacées qui empêchent la calotte de glisser trop vite, si je peux dire ça comme ça, dans l'océan. Et là, on a vraiment aussi besoin de comprendre cette interface océan-calotte. Et puis alors, puisqu'on parle de fonte des glaces polaires, c'est de l'eau douce qui se diffuse dans un océan salé, avec quelles conséquences? Alors c'est la raison pour laquelle ce qui se passe au pôle ne reste pas au pôle. Au-delà du niveau marin, quand vous faites fondre une calotte polaire, c'est le niveau marin partout sur la Terre qui augmente. Vous avez après un effet de la fonte des calottes sur la circulation océanique. Pourquoi? Parce qu'on met de l'eau douce dans l'eau salée. Donc en fait, on change la densité de l'eau. L'eau de mer devient moins salée. Et en fait, on a une circulation océanique qu'on appelle circulation thermohaline, qui par exemple dans l'océan Atlantique vient de l'équateur, se dirige vers le Groenland avec l'objectif de répartir la chaleur dans les océans. Arrivé au Groenland, cette eau, elle se refroidit. La banquise se forme. La banquise, elle éjecte le sel. Donc l'eau est froide et salée. Elle plonge. Et puis elle repart en fait vers des zones plus chaudes. Et lorsque avec des conséquences sur l'écosystème Alors non, ça c'est un phénomène qui est absolument naturel, cette circulation à l'échelle planétaire. En revanche, avec le changement climatique, comme on ajoute plus d'eau douce, on vient ralentir cette circulation thermohaline. Et donc là, on vient modifier les transports de chaleur dans notre système climatique. Et là, c'est vraiment des perturbations à l'échelle globale. Allez, on va parler de la COP 28 avec vous, Mathieu. Elle s'ouvre demain à Dubaï. On y parlera aussi de la fonte des glaces polaires. Elle est sous le feu des critiques, cette COP. Oui, alors rarement une conférence des partis sur le changement climatique, puisque je crois que c'est le nom complet, n'aura été autant contestée avant même qu'elle ait commencé. Alors, pas sur le principe, non, même si on peut se désoler qu'il ne se passe plus grand-chose dans les COP depuis celle de la COP 21 de Paris en 2015. N'insultons pas l'avenir, peut-être quelque chose sortira de ce conclave qui accueille quand même 196 pays du monde, Vatican compris, même si le pape François, on l'a appris, qu'il devait faire le déplacement, ne s'y rendra pas pour cause de grippe. Non, ce qui crispe en fait,
C'est d'abord le lieu retenu pour accueillir cette COP28, à savoir Dubaï, l'une des pétromonarchies qui a le pire bilan carbone par habitant au monde et qui tente ainsi de s'offrir à bon compte une vaste opération de greenwashing en direct sous toutes les caméras de la planète. Alors ça c'est pour le lieu, il y a aussi la personnalité choisie pour présider cette COP. Bah oui, le sultan Al Jaber, ministre de l'Industrie et PDG d'ADNOC, la principale compagnie pétrolière du pays, assise sur les 4e réserves pétrolières mondiales. Pour le symbole, c'est un peu comme si on confiait au cowboy Marlboro la présidence de la Ligue contre le cancer. Mais il y a plus embêtant, c'est que selon une enquête de la BBC, Ahmed Al Jaber aurait voulu utiliser son rôle dans cet événement international pour conclure des marchés dans les énergies fossiles. En juin dernier, le Guardian, cette fois-ci, révélait que la compagnie pétrolière ADNOC avait pu avoir accès à des emails relatifs aux négociations de la COP28 et avait même été consulté sur la stratégie média. Bref, on nage en plein conflit d'intérêts. On peut même ajouter au conflit d'intérêts le cabinet McKinsey, plus grand cabinet de conseil au monde, qui se serait servi de son influence dans les préparatifs de la COP28 pour défendre les intérêts de ses clients pétro-gaziers, selon une enquête de l'AFP. Donc bref, c'est vraiment de quoi irriter, indigner nombre de participants, d'observateurs, à commencer par les ONG, qui ont malgré tout décidé de ne pas boycotter les travaux de cette COP, arguant que les enjeux sont trop importants pour pratiquer la politique de la chaise vide. Et justement, on conclut avec ces grands dossiers qui sont là sur la table. Alors, on l'a dit, 2023, l'année la plus chaude de la planète, et la COP28 devrait être une nouvelle occasion de réaffirmer les engagements de la COP21, celle de Paris. Alors, on peut dire que ça a l'air de rien, mais on se souvient qu'à la dernière COP, certains s'étaient essayés à détricoter les engagements. Je pense à l'Arabie Saoudite, la Chine notamment. Et puis, on attend des engagements aussi sur les énergies renouvelables, sur le charbon, la réduction des émissions liées aux opérations pétro-gazières ou encore sur l'hydrogène. Et puis, la question du captage de carbone. Et puis enfin, dernier sujet, et pas des moindres, la fameuse solidarité Nord-Sud, dont le concept a été déjà posé, mais qui est encore loin d'être financé. Et d'où l'importance de ne pas pratiquer la politique de la chaise vide, effectivement. Mika Blujon-Béret, vous allez participer à cette COP 28. Tout à fait. Dans quel état d'esprit? Est-ce que c'est un grand show de greenwashing qu'on risque d'assister, ou alors au contraire, non, profitons-en, posons les enjeux, faisons avancer les... La réponse est oui et non. Oui et non, c'est à la fois un jeu de greenwashing et à la fois un jeu d'acteurs qui n'ont pas le choix que justement essayer de passer vers des énergies plus propres. Dans mon portfolio de recherche, il y a la dimension hydrogène qui est très importante. Et effectivement, le sujet qu'on voit par rapport à ADNOC, par rapport au sultan Al Jaber que vous avez évoqué à l'instant même, donc le ministre de l'énergie des Émirats Arabes Unis qui préside cette COP, c'est que fondamentalement, dans le royaume, et puis au-delà de ça, dans le Golfe, il n'y a pas de distinction entre la décision politique et la décision business. C'est-à-dire que tout business est politique, toute politique est business. Donc fondamentalement, à partir de là, quand il a été fait le choix, il y a déjà plus d'1 an et demi, que cette personnalité qui mélange à la fois une position politique et une position business. Parce qu'il n'a pas démissionné bien sûr que non. Mais il n'y a pas du tout de logique, si on se place dans la logique des décideurs du Golfe en général, il n'y a pas du tout de logique qu'il démissionne. Au contraire, c'était bien qu'il soit là parce qu'il permettait à la fois de faire pousser des sujets climat qui permettaient effectivement aux Émirats Arabes Unis de se positionner comme un acteur du changement, dirons-nous, tout en étant évidemment un acteur des problèmes, bien évidemment, et en même temps développer du business, parce qu'effectivement, pour les Émirats Arabes Unis, et c'est valable pour l'Arabie Saoudite, c'est valable pour la Norvège, c'est valable pour le Canada et plein d'autres États encore, et bien tout simplement, pour faire le switch, pour faire le changement des énergies fossiles aux énergies renouvelables, et à l'hydrogène, et aux batteries, eh bien il faut pouvoir faire les deux à la fois. C'est comme ça qu'ils voient les choses. Françoise Vimeux, dans les jours qui précèdent cette COP28, on y est encore, on est à la veille, on a essentiellement parlé de cette polémique, maintenant on va pouvoir se concentrer sur les enjeux, c'est ce que vous espérez? Ah oui, alors j'espère vraiment, parce que là il y a vraiment un traitement médiatique avec un angle sur la présidence de la COP28, il ne faudrait pas que ça éclipse les enjeux fondamentaux. Alors pour moi il y en a 3, vous l'avez dit, il y a d'abord le bilan mondial de l'accord de Paris, où est-ce qu'on en est? Est-ce que les pays ont tenu leurs engagements? Est-ce que les engagements sont à la hausse? Parce que dans le fonctionnement des COP, normalement chaque année les pays doivent revoir leurs engagements et proposer des engagements plus ambitieux. Après, il y a tout ce qui est la sortie des énergies fossiles. Donc là, ça veut dire discuter de la transition énergétique, comment on va faire d'un point de vue technique, comment on va l'organiser, quel va être l'agenda. Ça inclut l'accompagnement dans le développement décarboné des pays du Sud, cette transition énergétique. Et puis, dernier point, moi, qui me semble important, vous en avez parlé aussi, c'est la solidarité envers le Sud, à la fois sur l'adaptation au changement climatique et puis sur le financement de ce qu'on appelle les pertes et dommages, c'est-à-dire les conséquences des catastrophes climatiques qu'on peut attribuer au changement climatique. Et je voudrais juste rajouter un point, le fait que ça se passe au Moyen-Orient, c'est attendu, parce que dans le principe de fonctionnement des COP, il y a une rotation géographique.
climatique. La COP en 2012 avait eu lieu au Qatar. Et donc, c'est normal qu'on tourne par grandes régions du monde. Et le fait d'avoir une COP dans un pays qui est plutôt un modèle, par exemple, en termes d'écologie, c'est pas forcément un gage de succès. On se rappelle de la COP à Copenhague en 2009, où finalement, il n'y avait pas eu d'accord extraordinaire à la fin. Donc moi, je me dis, voilà, les yeux sont rivés sur les Émirats arabes unis. Je pense que c'est important pour eux, leur image. Et peut-être je suis très naïve. Voilà, mais j'espère quand même et j'attends beaucoup. Et puis, malheureusement, enfin, c'est une réalité, jusqu'à preuve du contraire, on ne peut pas se passer des énergies fossiles pour encore quelques années sur la planète. Hein. Mais c'est le sujet, c'est l'opportunisme tout à fait des Émirats arabes unis et d'autres États. En fait, le point qui va être clé, on le voit déjà depuis 2 éditions de la COP, là ça va être la 3e fois, on voit que l'hydrogène est le sujet clé de ces COP pour une raison simple, c'est qu'il permet, ce sujet de l'hydrogène, de ramener à la table des négociations ceux qui veulent développer les énergies renouvelables, et les États et les compagnies aussi, qui ont intérêt à essayer de garder le plus possible des énergies fossiles en faisant évidemment ce changement vers les renouvelables. Et donc fondamentalement, ce qu'on a vu, c'est que les négociations au niveau de la COP auraient pu tout à fait complètement partir en cacahuète malheureusement en 2021 et en 2022. Et à chaque fois, ce sont ces acteurs-là, Arabie Saoudite, Canada et évidemment Émirats arabes unis, qui ont dit non mais attendez, avec l'hydrogène, on va pouvoir rassembler tout le monde autour de la table. Ouais, c'est le cas aussi d'un groupe comme Total qui fait encore une immense majorité de son chiffre d'affaires sur les énergies fossiles, mais qui est aussi un très très gros investisseur sur les énergies renouvelables. Total qui fait partie des partenaires de PolarPod. Évidemment, ça vous a eu des critiques. De toute façon, dès qu'on dit Total Énergie, il y a des critiques. Pourquoi vous avez accepté ou peut-être même cherché ce partenariat ? Le principal puits de carbone océanique, c'est l'océan austral. Oui. Ça fait 12 ans que je travaille sur ce projet. La première démarche, ça a été de dire il faut concerner les entreprises qui émettent beaucoup de gaz carboné. Il faut quand même comprendre que ce n'est pas Total qui grille tout le fuel qu'il va chercher. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce qui est important pour ces entreprises, c'est qu'elles modèrent leurs impacts dans leurs activités. Ça, c'est une chose. Il y a autre chose aussi pour montrer la complexité du problème. Revenons à l'Europe. C'est plus facile de réagir, de comprendre. Quand vous avez l'Allemagne, par exemple, qui est revenue au charbon, qui attendait beaucoup du Nord Stream 2, malheureusement, il n'y est pas. Donc ils sont revenus au charbon, ils avaient l'opportunité de garder 2 centrales nucléaires encore, ils les ont fermées, ils sont restés au charbon. La Chine marche à 60% au charbon, l'Australie marche à 35% au charbon. Donc on parle des énergies. La Pologne aussi. La Pologne est très bien placée, si vous voulez. Donc une des premières à réduire considérablement, c'est le charbon. C'est le premier émetteur, si vous voulez, dans l'industrie. Voilà. Donc, quand on voit la difficulté qu'il y a, par exemple, dans la discussion entre la France et l'Allemagne, où l'Allemagne ne veut pas considérer que l'énergie nucléaire comme une énergie non carbonée, parce que c'est des histoires de business. Vous voyez bien qu'on est là dans un milieu très diplomatique et très économique. Effectivement, moi je suis d'accord avec vous, j'ai l'espoir tout le temps, parce que si ces COP n'existaient pas, ça pourrait être de plus en plus dramatique. Ce sont des balises qu'il faut mettre régulièrement. Mathieu ? Moi, je suis étonné que le nucléaire ne fasse pas partie des grands sujets de discussion forcément à la COP. Alors, il fait partie des sujets de discussion, et là, pour le coup, les Émirats arabes unis essayent de pousser le sujet du nucléaire aussi. Le problème par rapport au nucléaire, il est assez simple ici, c'est que tout le monde, c'est-à-dire les États qui sont les plus polluants aujourd'hui, n'envisagent pas du tout une électrification massive de leur économie avec de grands réseaux, de grandes grilles électriques, comme on peut avoir en Europe, comme on peut avoir en France. Typiquement, un pays comme les États-Unis, par exemple, n'ont pas les grilles électriques que nous avons ici. Et donc, fondamentalement, quand ils imaginent le nucléaire, c'est plutôt aujourd'hui des nucléaires de petite taille, c'est des petits réacteurs modulaires, c'est du petit nucléaire, pas du gros comme on connaît chez nous. Allez, je reviens au thème principal de notre débat, la fonte des glaces polaires. On va parler de ces nouvelles routes commerciales qui sont en train de naître avec des projets d'exploitation, etc. Françoise Dumeux, je commence avec vous. Est-ce que on a parlé du temps long et du fait que là, finalement, on subissait les conséquences de décisions ou de modèles économiques très très anciens. Est-ce qu'il y a un risque là aussi de cercle vicieux ? C'est-à-dire que plus on va exploiter ces régions qui ne l'étaient pas, plus on risque d'aggraver la situation, ou pas d'ailleurs. Oui, alors il y a plusieurs choses. D'abord, quand on parle des nouvelles routes, ce qu'il faut savoir, c'est que les dernières études, elles nous montrent qu'on s'attend à partir de 2030-2050, donc c'est large, à avoir plutôt des mois de septembre où on n'a pas de banquise au niveau de l'Arctique. Pas de banquise, ça veut dire moins de 1 million de kilomètres carrés dans le langage scientifique. Donc ça permettrait effectivement d'ouvrir des routes maritimes pour le transport. Moi,
à mon avis, hein, c'est ce qui a été dit. Le problème, c'est pas tant d'ouvrir les routes maritimes, c'est que quand on enlève de la surface blanche pour la remplacer par de la surface sombre, eh bien, on a une absorption plus forte de l'énergie solaire. Donc en fait, on amplifie le réchauffement localement. C'est pour ça que l'Arctique. Oui, mais c'est pas parce qu'on utilise ces routes maritimes. Non, je ne pense pas. Enfin, la situation. Avec la connaissance que j'ai, je pose la question. Voilà. En tout cas, avec la connaissance que j'ai, je n'en ai pas l'impression. Après, s'il y a un flux énorme de paquebots, on va peut-être avoir des problèmes de pollution atmosphérique. Oui. Et ça pose aussi un problème, hein, parce que si on a des particules de couleur foncée qui se déposent sur des surfaces enneigées, rebelote, on a le même problème qu'on appelle le problème d'albédo. Ouais. Mika Bujon-Mered, qui est intéressé par ces nouvelles routes commerciales? J'imagine qu'il y a beaucoup de monde prêt à investir ou qui ont déjà investi. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a les 8 États de l'Arctique même. Alors, on ne va pas tous les énumérer, mais évidemment, c'est pour la plupart des pays qui sont alliés, hein, de la France, évidemment, plus la Russie. On a de l'autre côté un certain nombre de pays qui ne sont pas dans cette zone arctique, mais qui ont des intérêts économiques, que ce soit sur le volet énergie. Et là, on a les énergies fossiles, on a aussi les renouvelables, l'hydrogène, que ce soit sur le secteur minier, comme par exemple pour alimenter le secteur de la batterie, évidemment, et de la transition énergétique. Mais quand vous dites ça, ça veut dire quoi? On pourrait exploiter des mines là où on ne le faisait pas auparavant? On pourrait, on fait. C'est-à-dire que c'est déjà une réalité. En fait, quand il y a 10-15 ans, on parlait de projets en Arctique, tout simplement, des projets aujourd'hui, ils sont tout à fait concrets. Et si je reviens un petit peu même en arrière, ça fait déjà plus de 100 ans qu'on exploite du pétrole et du gaz en Arctique. Ça fait déjà plus de 150 ans qu'on exploite du charbon en Arctique. Ça fait 500 ans qu'on exploite les ressources marines de l'Arctique. C'est pas nouveau du tout. Ce qui est nouveau, par contre, c'est la magnitude à laquelle on exploite aujourd'hui. Quand on imagine développer des giga-projets qui existent aujourd'hui déjà dans l'Arctique russe, dans l'Arctique norvégien, dans l'Arctique américain, de pétrole, de gaz, de fait, ces projets-là sont directement polluants. Et si vous me permettez juste une phrase, en France, évidemment, on a beaucoup parlé de l'interdiction ou de l'arrêt de l'importation du gaz russe suite à la guerre en Ukraine. Fondamentalement, aujourd'hui, en 2022 et en 2023, on importe en France toujours du gaz naturel liquéfié de Russie. Et il n'y a qu'un seul endroit où on le fait en Russie, c'est en Arctique. Il n'y a pas de sanctuarisation, Jean-Louis Etienne. Non, il faut comprendre, quand on parle de l'exploitation de ces routes que vous avez soulevées, bien sûr que la banquise fond, mais elles font essentiellement à la fin de l'été, on le voit. Mais tous les hivers, ça regèle. Donc, et elle fait aujourd'hui, elle faisait dans les années 80, elle faisait 1,80 m, 2 mètres d'épaisseur. Aujourd'hui, ce qui disparaît, c'est la glace pluriannuelle. Vous voyez, parce qu'elle disparaît, celle-là, et c'est de la jeune glace qui arrive, qui fait 80 cm, 1,20 m. Mais c'est quand même un obstacle à la navigation. Il n'y a pas de compagnie aujourd'hui standard qui investissent dans des brises-glaces, il y en a très peu. Ce qui devient intéressant, et les Chinois s'en sont aperçus, les Chinois attendent que ce que vous disiez, c'est que le pôle Nord ne soit plus englacé. C'est-à-dire que la route ne sera plus le nord-est ni le nord-ouest, ça sera direct. Bering, pôle Nord, Islande. Et là, les Chinois ont investi, veulent acheter effectivement de quoi faire en Islande un port de conteneurs. Ça sera tout droit. Ils ont déjà commencé à travailler sur leur brise-glace. C'est cette route directe qu'ils cherchent à faire pour économiser. Parce que nord-est, vous dépendez des Russes, c'est compliqué. Nord-ouest, il y a encore des clés de passage difficiles à faire. Est-ce qu'on peut juste rappeler aux téléspectateurs et à moi-même à qui appartient l'Arctique et à qui appartient l'Antarctique? Mika Bujon-Mered. J'y vais. Merci, j'adore les questions pédagogues. Alors, les 8 États qui détiennent donc l'Arctique, on a 7 États qui sont bien connus, les États-Unis, le Canada, les États-Unis, l'Alaska, il ne faut pas oublier l'Alaska, c'est comme ça qu'ils sont effectivement en Arctique, le Canada donc, le Danemark avec le Groenland, qui est un outre-mer donc du Danemark, l'Islande bien sûr, la Norvège, la Suède, la Finlande. Ça, c'est les 7 États qu'on pourrait qualifier d'occidentaux. Puis vous avez la Russie, qui représente 53% de la côte de cet océan arctique. Donc ces territoires-là, c'est chez eux. Et donc ces territoires-là, ces populations-là, ces décideurs politiques-là ne veulent pas que des populations ou des politiciens comme des Français, des Chinois et autres, viennent leur dire quoi faire. Ça, c'est la première difficulté. Donc non, ça ne peut pas être sanctuarisé de cette manière-là. Ensuite, pour ce qui est de l'Antarctique, la situation est différente, dans le sens où vous avez 7 États, dont la France, qui ont émis des revendications territoriales avant la signature du traité sur l'Antarctique qui date de 1959. Et ce traité sur l'Antarctique, il dit quoi? Il dit, et c'est la même chose pour la Lune ou pour l'espace par exemple, que les revendications territoriales sont gelées, mais pour autant, on n'empêche pas les pays qui ont émis ces revendications territoriales, comme la France, l'Argentine, le Royaume-Uni, d'administrer ces territoires comme si c'était les leurs.
C'est comme ça qu'en France, typiquement, en Terre Adélie, on a des représentants du gouvernement qui portent l'écharpe, on a des levées du drapeau, etc., etc. C'est la France, en tout cas pour la France. Alors je voudrais qu'on parle des réfugiés climatiques avec ces chiffres donnés par Oxfam qui parlent de 260 millions de réfugiés climatiques en 2030, 1,2 milliard en 2050. Peut-être qu'ils sont à prendre avec des pincettes, ces chiffres, je veux bien vous entendre là-dessus, mais Françoise Vimeux, on peut déjà dire que des réfugiés climatiques, il y en a déjà. On a eu il y a quelques jours l'Australie qui a annoncé accueillir les habitants d'un archipel du Pacifique, c'est ça ? Oui, alors en fait aujourd'hui il y a des réfugiés climatiques, mais si on parle en termes de migration, c'est des migrations qui restent très locales, qui restent régionales, la plupart du temps parce que les gens ne savent pas où aller. Pourquoi ? Parce que jusqu'à aujourd'hui les grandes catastrophes avaient des impacts sur des pays particulièrement vulnérables et donc des pays pauvres. Et voilà, les gens restent malheureusement sur des ruines. Pour ce qui est de l'avenir, là, les chiffres que vous donnez sont vrais. Par exemple, on sait que d'ici à 2050, on a 1 milliard de personnes qui vont être touchées par l'élévation du niveau marin. Ça concerne évidemment les États insulaires, où certains États ne vont plus être habitables. Là, vraiment, la question de l'habitabilité est posée. Mais 260 millions en 2030, c'est là. Ah oui, non, mais c'est... moi, je ne suis pas étonnée... Ça concerne quel pays ? Ça peut concerner le Bangladesh, par exemple. Ça peut concerner c'est tous les pays vulnérables, tous les pays qui ont un littoral particulièrement vulnérable, à la fois à l'élévation du niveau des mers, aux submersions marines et à l'érosion, qui est un phénomène naturel amplifié par le changement climatique. Pardon d'être franco-français. Et les sécheresses, oui. Et pardon d'être franco-français, il y a des terres françaises concernées aussi. Mais voilà, ça concerne aussi nos outre-mer. Oui. Ça concerne évidemment certains atolls polynésiens. Ça concerne aussi Saint-Pierre-et-Miquelon, puisqu'on a vu l'isthme entre Miquelon et Langlade être attaqué de plus en plus par les flots, provoquant donc une rupture du l'isthme potentiel à moyen long terme. Donc fondamentalement, oui, ça nous touche déjà, au-delà de la France continentale. Allez, on va parler des conséquences aussi en termes de biodiversité. Je propose à Audrey Vettas de nous rejoindre. Rebonsoir Audrey, on va parler du manchot empereur qui pourrait être la première espèce polaire à disparaître d'ici la fin du siècle. C'est une espèce que le grand public a appris à connaître avec un succès au box-office, La Marche de l'Empereur, bien évidemment, qui suit le périple de la reproduction de cette espèce qui vit en Antarctique. Alors je parle de périple parce que les adultes font en général des kilomètres pour atteindre la zone de reproduction. Les femelles pondent ensuite un seul œuf, elles le laissent au mâle et elles partent chercher de la nourriture. C'est donc le mâle qui garde l'œuf au chaud et sans bouger et sans manger, un rituel qui n'a lieu que l'hiver. Les manchots empereurs sont menacés par le changement climatique. Ils se reproduisent pendant l'hiver en Antarctique. La ponte des œufs se fait à la fin de l'automne. L'éclosion a lieu pendant l'hiver et les parents les nourrissent jusqu'à ce qu'ils prennent leur envol au printemps. Alors pour que les petits soient autonomes, il faut que leurs plumes deviennent imperméables. La période qui précède est donc extrêmement sensible, d'autant qu'on parle de températures qui peuvent descendre jusqu'à moins 45 degrés, je parle sous votre contrôle. Le problème, c'est que l'an dernier, en plein milieu de cette période charnière, la fonte de la banquise s'est accélérée. C'est ce que je vais vous montrer, c'est des images satellites. Là, nous sommes le 10 octobre et ce que vous voyez en noir, eh bien, c'est l'une des colonies qui est observée par le British Antarctic Survey. Et là, vous voyez, 18 jours plus tard, la fonte est dramatique. La colonie est emportée et la totalité des poussins est morte noyée ou de froid parce que la glace s'est brisée sous leurs pattes et ils n'étaient pas assez matures pour affronter ces conditions. C'est malheureusement ce qui s'est passé pour 4 des 5 colonies qui étaient observées. C'est le premier échec majeur de reproduction des manchots empereurs qui est dû au réchauffement climatique. Les chercheurs le prévoyaient depuis un certain temps. C'est la première fois que ça se passe et que ça se passe sous nos yeux et que c'est documenté. Est-ce que ça pourrait se répéter ? Oui, parce qu'en fait, les manchots empereurs se reproduisent tout le temps, tous les ans, au même endroit. Le lieu de reproduction est donc mis en péril. Et d'après les chercheurs, ils peuvent s'adapter, mais ça n'ira jamais aussi vite que le réchauffement climatique. Si rien ne change, l'espèce pourrait disparaître d'ici la fin du siècle. Thomas. Merci Audrey de ces explications. Jean-Louis Etienne, votre expédition PolarPod, elle va aussi permettre d'étudier la faune marine dans cet océan austral ? Oui, parce que le PolarPod est un navire silencieux. Le moteur de propulsion, c'est le courant circumpolaire. L'énergie, on a 6 éoliennes qui nous donnent de l'autonomie. Et donc, sur cette plateforme, on va installer des hydrophones, des micros sous l'eau. Et par une écoute passive, on va faire un inventaire de la faune, parce qu'on connaît la signature sonore de
pratiquement toutes les espèces, sauf des manchots qu'on ignore un peu. Mais d'une manière générale, cette écoute passive permanente, on va faire 2 fois le tour, ça devrait durer 3 ans. Donc par une écoute permanente, on va avoir une idée assez claire. L'Antarctique, si vous voulez, c'est un immense désert de glace. Et la vie, elle est tout à la périphérie, à la frontière entre l'eau et la glace, où les espèces viennent là pour se reproduire et repartent en mer. Et après, on ne sait pas très bien où elles vont. Donc le fait de faire un inventaire comme ça par acoustique, d'avoir une idée un peu de la migration de ces espèces une fois qu'elles ont quitté le lieu de nidification ou de naissance. Françoise Vieux, c'est tout un écosystème qui souffre avec la fonte des glaces polaires? Oui, bien sûr, c'est tous les écosystèmes qui sont à la fois les écosystèmes marins, donc les écosystèmes sur le littoral, et puis tous les écosystèmes qui vivent à l'interface banquise et puis océan. Ouais. Mais il y a bien sûr les écosystèmes, mais moi je pense en Arctique aussi aux sociétés humaines, parce que le changement climatique affecte leur mode de vie, leur nourriture, leur patrimoine, et il y a quand même 4 millions de personnes qui vivent dans la région arctique, et quand on sait que ça se réchauffe 3 à 4 fois plus vite que la moyenne mondiale, ça vous donne une idée de la manière dont ils sont impactés. Mickaël Bujon-Média. Et pour autant, si vous allez au Groenland par exemple, vous allez avoir effectivement une frange de la population plutôt jeune, plutôt éduquée, urbanisée dans la seule ville, la capitale du Groenland, Nuuk, qui va vous dire effectivement, voilà, c'est un danger, c'est vrai. Et puis vous allez avoir tout un panel de votants au Groenland, plutôt dans les périphéries, qui vont vous dire au contraire « Ah mais non, mais c'est génial le réchauffement climatique parce que de fait, ça nous permet de développer de nouveaux business, typiquement le renouvelable et l'hydrogène, typiquement vendre de l'eau, typiquement vendre du sable, pour le ciment par exemple en Chine. Ça permet de faire remonter les poissons, puisque les poissons évidemment remontent bien sûr vers le nord, et donc d'avoir des poissons qui ont une plus grande valeur ajoutée à pêcher. Donc le secteur de la pêche trouve un intérêt. Et au Groenland, on va trouver donc cette polarisation politique entre le parti Inuit Ataqatigiit, et je vous épargne le reste, et d'autres partis comme Siumut, où on va retrouver justement cette dichotomie entre est-ce qu'il faut être juste des victimes du réchauffement climatique ou est-ce qu'il ne faut pas l'embrasser et en tirer les bénéfices? Je trouve que ce débat qu'on a au Groenland, il est à mettre en regard avec le débat qu'on a eu tout à l'heure sur la question des Émirats Arabes Unis de la même manière. Dernière conséquence de la fonte des glaces dont je voudrais parler avec vous, concerne les virus. Elle a été évoquée par Emmanuel Macron, c'était lors de l'ouverture du sommet des pôles Polar Summit à Paris. On écoute. Ce phénomène, dont l'effet le plus immédiat et le plus visible est la fonte des glaces, représente à l'échelle de l'humanité un défi inédit, qui était évidemment climatique, de biodiversité, mais aussi civilisationnel. L'élévation du niveau de la mer qui submergera de nombreux littoraux, la raréfaction de l'eau potable, les migrations climatiques, la libération du CO2, voire de nouveaux risques pandémiques avec la fonte du permafrost, toutes ces menaces sont déjà bien réelles, car elles sont pour beaucoup la résultante d'émissions de CO2 déjà libérées par le passé et qui produiront leurs effets dans les prochaines décennies. Je voudrais qu'on parle de ces virus, nouveaux risques pandémiques avec la fonte du permafrost. Jean-Louis Etienne, dans cette émission, Mathieu peut en témoigner, on essaye de ne pas être inutilement anxiogène. Mais bon, de quoi on parle là? On parle de virus enfouis, endormis depuis c'est ça, le permafrost et qui émerge aujourd'hui et contre lesquels nous n'avons pas de système de défense. Juste un exemple, quand j'avais traversé l'Antarctique, ça a duré 7 mois. Pendant 6 mois, on n'avait rien. Puis à un moment donné, au bout de 6 mois, il y a un petit avion qui est venu amener la nourriture pour les chiens qui nous manquaient. Il y en a 2, le japonais et le chinois, sont montés à bord pour en être. 2 jours après, ils avaient la grippe. Tout pour dire, c'est qu'on vivait dans un univers complètement stérile. Ouais. Et tout d'un coup, la rencontre avec 2 personnes fait qu'ils ont chopé la grippe tous les 2. Vous savez, dans notre corps, on a plus de bactéries et de virus que de cellules, quoi. Donc il y en a effectivement partout. On est plus ou moins immunisé. Et là, émerge, avec la fonte du permafrost, le sol gelé en permanence, des vieux virus. Est-ce qu'il faut forcément en avoir peur? Ben écoutez, il faut les étudier et voir comment on peut faire face, quoi. Mais on a je crois que peur, non, il y a un optimisme obligatoire, si vous voulez, parce que tu l'as évoqué, on a conscience de la situation et on a une intelligence pour les solutions. C'est ça qu'il faut essayer de mettre en œuvre, quoi. Ça demande des investissements. Ouais, Mickaël Bujon-Média. C'est une problématique qui est connue depuis longtemps, dans le sens où au niveau du Conseil de l'Arctique, qui est l'organe diplomatique de référence dans la région, donc on est retourné dans le Grand Nord là, au niveau du Conseil de l'Arctique, il y a un réseau de détection des risques
des virus mal ou non connus qui pourraient réémerger du permafrost, qui existe depuis 1998. Donc il y a déjà une coopération internationale régionale qui existe par rapport à ce risque-là. Il n'est pas nouveau, mais c'est bien que des pays comme la France ou les Émirats arabes unis, qui en ont parlé aussi récemment quand ils ont essayé d'organiser le sommet diplomatique du 3e pôle pour parler de l'Arctique, de l'Antarctique et de l'Himalaya, petit à petit que ces États qui ne sont pas du tout en Arctique prennent conscience que ça peut les toucher aussi. François Zumé, on n'a quasiment pas parlé de nos glaciers qui eux aussi sont menacés. Est-ce que cette problématique est la même dans des glaciers? Est-ce qu'il y a des virus enfouis qui pourraient ressortir? Oui, alors bon, moi, je fantasme pas trop sur les virus. Non, au niveau du permafrost, je suis plus inquiète des dégagements de gaz à effet de serre, à la fois méthane et puis dioxyde de carbone qui pourraient être créés par l'activité de bactéries qui se remettraient à finalement dissoudre la matière organique qui est dégelée. Le permafrost en dégelant émet du CO2, c'est ça? Alors du méthane et puis les bactéries en fait qui sont, comme vous libérez finalement le sol n'est plus gelé, vous allez avoir de la végétation, de la matière organique, donc les bactéries en fait vont la dégrader et on va avoir des émissions de gaz à effet de serre. Donc je suis plus inquiète là-dessus. Après, pour revenir à nos glaciers, je suis pas très inquiète des virus. En revanche, ils vont disparaître. On sait que d'ici 10 à 15 ans, dans les Pyrénées, nous n'aurons plus de glaciers. Même sort dans les Alpes pour les glaciers qui sont à moins de 4000 mètres d'altitude. Et au-delà de 4000 mètres, on aura une surface glaciaire qui restera 5 à 20% de ce qu'on a aujourd'hui. Donc il faut vraiment se rendre compte que ce sont les premières victimes, pour le coup, chez nous, de ce réchauffement climatique. Et donc des paysages qui vont être complètement modifiés. J'allais dire, heureusement, en France, on ne fait pas partie des régions qui dépendent énormément du ruissellement des glaciers, quoique le débit de nos rivières en été en dépend, et donc les écosystèmes. Le niveau des cours d'eau va monter. Alors, quand ça fond, mais quand vous n'en avez plus, il y en a plus. Et ça, c'est un vrai problème, par exemple, en Asie centrale ou dans les Andes sud-américaines, où pendant la saison sèche, finalement, les glaciers sont une ressource en eau. Il faut rappeler que je crois que c'est 2/3 de l'irrigation mondiale dépend du ruissellement des glaciers. Donc tant que ça coule et que ça fond, vous êtes heureux. Quand il n'y a plus de glaciers, ça devient difficile. Bon, et la France a obtenu, c'est quasiment sûr, l'organisation des Jeux d'hiver 2030. Ça fait partie des infos. On ne sait pas sur quelle neige. On va être positif. C'est une très bonne nouvelle pour la France. Un dernier mot sur le permafrost, Mika Blujon-Méred. Est-ce qu'il y a là aussi le fait qu'il fonde, pardon, moi je suis un peu basique, je suis beaucoup moins pointu que vous, mais est-ce que ça facilite des exploitations minières ou alors pas du tout? Ça n'a rien à voir. Alors je vais vous dire oui et non. Ça facilite certaines choses dans le sens où effectivement ça peut en théorie donner accès à des zones qui étaient plutôt difficiles d'accès jusqu'à maintenant, mais en réalité, si le sol qui est sous votre usine, par exemple de gaz naturel liquéfié, est trop meuble, de fait ça va avoir un impact sur vos infrastructures et on l'a vu, ça a généré des fuites, ça a généré des pollutions majeures, etc. C'est la raison pour laquelle, typiquement sur un grand projet comme celui de Yamal LNG, donc dans la péninsule du Yamal, dans l'Arctique russe, un projet notamment porté par Total, mais c'est pas les seuls, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de mettre 60 000 pieux dans le permafrost, sous l'usine. Ces pieux vont être au niveau de la surface de chaque pieu à une température de moins 4 degrés Celsius, de manière qu'au contact entre le pieu et le permafrost ne dégèle pas, ni l'été ni l'hiver. Moyennant quoi, ça permet de stabiliser l'usine et de faire en sorte qu'il y ait une sécurité d'exploitation. Je dis pas que c'est bien, je dis voilà le genre de solution qu'on met en œuvre, on préfère mettre ça en œuvre plutôt que de se passer des énergies fossiles. Merci beaucoup, technosolutionniste et sobriété, les deux en même temps. On va rappeler les bons messages. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Jean-Louis Étienne, vous avez préfacé l'ouvrage Grand Nord, un voyage dans le cercle arctique qui est publié chez Glénat. Et puis Les mondes polaires, c'est le titre de votre livre, Mika Blujon-Méred, aux presses universitaires de France. Je vous dis à demain, 18h, 22h sur Public Sénat et nos technalités de la matinale. Demain, Aurélien Mancini reçoit le porte-parole du Rassemblement national, Laurent Jacobelli, le député RN de Moselle. Bonne soirée.